J'étais complètement crevée quand j'ai poussé la porte de notre appartement à Belleville. Mon service au café avait été plus long que d'habitude. Et tout ce que je voulais, c'était prendre une douche et m'écrouler sur mon lit. Mais dès que j'ai entendu les pleurs hystériques de ma sœur Camille, j'ai su que ma soirée était foutue. Elle était là, dans le salon, recroquevillée sur le canapé beige que maman avait déniché aux puces de Saint-Ouen. Mes parents l'encadraient comme 2 sentinelles, et quand ma mère a levé les yeux vers moi, j'ai senti mon sang se glacer. Son regard était froid, accusateur. Je connaissais ce regard par cœur. « Marie, où est le collier ?» a demandé Camille entre 2 sanglots. J'ai cligné des yeux, perdu. Quel collier? J'étais tellement fatiguée que mon cerveau refusait de coopérer. Le collier, celui que grand-mère lui avait offert pour ses 15 ans. Ce truc en or avec un petit médaillon que je n'avais même pas vu depuis des semaines. Camille insistait qu'il avait disparu de son tiroir, et que j'étais la seule qui aurait pu le prendre. Papa ne m'a même pas laissé finir de protester. Il a dit que j'agissais bizarrement depuis quelque temps, que j'étais trop secrète. Maman a ajouté que j'avais toujours été jalouse de Camille. Tous mes arguments se heurtaient à un mur. Il n'y avait pas eu de procès, juste une sentence immédiate. Je n'arrivais pas à croire à quelle vitesse il se retournait contre moi. Toutes ces nuits où j'avais jonglé avec les factures pour qu'on puisse payer le loyer. Tous ces matins où je sautais le petit déjeuner pour que Camille ait assez pour manger à midi. Rien de tout ça ne comptait. Ma propre famille me traitait de voleuse pour un collier que je n'avais jamais touché. Le pire, c'était le regard de ma mère quand elle m'a dit de faire mes valises. Ce mélange de déception et de certitude qui me hante encore aujourd'hui. Comme si elle avait toujours su que ça finirait comme ça. Comme si elle n'avait jamais vraiment cru en moi. J'ai essayé de leur rappeler tout ce que j'avais fait pour cette famille. Les heures supplémentaires, les sacrifices, les mensonges que je racontais à mes amis pour expliquer pourquoi je ne sortais jamais. Mais papa a levé la main pour me faire taire. « Assez, Marie. Tu as trahi notre confiance. » Camille regardait la scène avec un air de martyr parfaitement étudié. Elle avait toujours été douée pour ça, pour jouer la victime. Même quand on était petite, c'était toujours moi qui prenais quand quelque chose tournait mal. « Tu es sûre que tu ne l'as pas mal rangé ?» J'ai tenté une dernière fois. Elle a secoué la tête, les larmes coulant sur ses joues roses. Je l'avais mis dans mon tiroir, comme toujours. Tu es la seule qui entre dans ma chambre. C'était faux. Maman entrait tout le temps pour ranger. Papa aussi, quand il cherchait ses affaires qui se retrouvaient mystérieusement dans la chambre de Camille. Mais personne ne voulait entendre ça. La décision était prise. J'étais la coupable idéale. Ma gorge s'est serrée. J'ai voulu leur dire que c'était moi qui payais secrètement les frais d'inscription de Camille à la Sorbonne, depuis que papa avait perdu son boulot à la Défense. Que c'était grâce à mon 2e job de serveuse que les factures EDF étaient payées à temps. Mais les mots sont restés coincés. À quoi bon? Ils avaient déjà choisi leur version de l'histoire. « Va faire tes affaires », a dit maman d'une voix glaciale. « Tu peux rester cette nuit, mais demain matin, je veux que tu sois partie. » J'ai hoché la tête, incapable de parler. Mes jambes tremblaient quand j'ai monté les escaliers vers ma chambre. Derrière moi, j'entendais Camille renifler et mes parents la consoler. Personne n'a pensé à me demander comment je me sentais. Personne n'a pensé que peut-être, juste peut-être, il se trompait. Dans ma chambre, j'ai regardé autour de moi. Les murs couverts de photos de nous 4, souriant lors de nos vacances à Nice, lors du mariage de tante Sophie, lors de l'anniversaire de papa. Une famille heureuse. Du moins, c'est ce qu'on prétendait être. J'ai ouvert mon placard et j'ai commencé à sortir mes affaires. Mes mains tremblaient. Pas de tristesse, mais de rage. Une rage sourde qui montait depuis trop longtemps. J'en avais marre d'être celle sur qui on comptait en silence mais qu'on blâmait en public. J'en avais marre d'être invisible sauf quand il fallait un coupable. Le lendemain matin, personne ne dormait. Je pouvais les entendre chuchoter dans la cuisine pendant que je finissais de remplir mon sac. Camille était restée dans sa chambre, mais je savais qu'elle ne dormait pas non plus. Sa lumière filtrait sous la porte.
J'ai plié soigneusement mes vêtements, mon uniforme du café, mes jeans usés, les pulls que maman m'avait offerts pour Noël. Chaque objet racontait une histoire, mais aucune n'avait plus d'importance maintenant. J'étais devenue l'étrangère dans ma propre maison. Quand je suis descendue avec mes affaires, ils étaient tous les trois dans le salon. Papa lisait le Figaro comme si de rien n'était. Maman buvait son café dans sa tasse préférée, celle avec des coquelicots. Camille était levée dans le fauteuil, un livre ouvert sur les genoux qu'elle ne lisait pas vraiment. Personne n'a levé les yeux. Personne n'a proposé de m'aider avec mes sacs. C'était comme si j'étais déjà partie, comme si j'avais déjà disparu de leur vie. L'indifférence était pire que la colère. J'ai posé mes clés sur la table basse. Le bruit métallique a résonné dans le silence. Maman a tressailli légèrement mais n'a pas bougé. J'ai attendu quelques secondes, espérant stupidement que quelqu'un dirait quelque chose. N'importe quoi. Je vous laisse une lettre dans la cuisine, j'ai dit finalement. Ma voix était étonnamment calme. Pour expliquer certaines choses. Papa a tourné une page de son journal. Très bien. C'est tout. Pas de « prends soin de toi » ou « appelle-nous si tu as besoin ». Juste ces deux mots secs qui sonnaient comme une porte qu'on claque. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis dirigée vers la cuisine. La lettre était là, sur la table, où on avait partagé tant de repas. Je l'avais écrite pendant la nuit, pesant chaque mot. Je n'avais pas tout dit, juste l'essentiel, que le compte joint était à mon nom et que c'était moi qui le remplissais chaque mois, que les factures étaient prélevées sur mon compte personnel, que l'inscription de Camille à la fac, c'était moi, que le loyer de ces 6 derniers mois, c'était encore moi. J'avais terminé en disant que je ne voulais plus entendre parler d'eux, que cette histoire de collier était la goutte d'eau, qu'ils pouvaient garder leur fille parfaite et se débrouiller sans moi. En sortant de la cuisine, j'ai croisé le regard de Camille. Pour la première fois depuis la veille, elle me regardait vraiment. Il y avait quelque chose dans ses yeux. De la satisfaction? Du regret? Je ne savais pas et je m'en fichais. Tu vas où? Elle a demandé doucement. Loin. Elle a hoché la tête et s'est replongée dans son livre. Conversation terminée. Relation terminée. Tout était terminé. J'ai pris mes sacs et j'ai marché vers la porte. Mes pas résonnaient sur le parquet que j'avais ciré la semaine dernière. Les photos de famille me regardaient depuis les murs. Sur celle du salon, on souriait tous les 4 devant la tour Eiffel. Papa avait son bras autour de mes épaules. Maman tenait Camille par la taille. On avait l'air heureux. Mensonge. J'ai ouvert la porte. L'air frais du matin m'a giflé. Mars à Paris peut être cruel, mais pas autant que sa propre famille. Marie. Je me suis retournée. Maman était debout près du canapé, sa tasse toujours à la main. Elle avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais les mots ne venaient pas. Ou peut-être qu'elle ne voulait pas les laisser sortir. Quoi? Elle a secoué la tête. Rien. Fais attention à toi. J'ai failli rire. Maintenant elle s'inquiétait? Après m'avoir jetée dehors comme une malpropre? C'est un peu tard pour ça, tu crois pas? Elle a baissé les yeux. Papa a toussé derrière son journal. Camille restait immobile dans son fauteuil. Une famille de statues. J'ai franchi le seuil et j'ai refermé la porte derrière moi. Doucement, sans claquer. Je ne leur donnerai pas la satisfaction d'un départ théâtral. Dans l'escalier, j'ai croisé Madame Durand du 3e. Elle m'a souri et m'a demandé si je partais en voyage. J'ai hoché la tête. Oui, un très long voyage. Une fois dans la rue, j'ai pris une grande inspiration. L'air sentait le pain frais de la boulangerie du coin et l'essence des voitures qui commencèrent leur journée. La vie continuait. Paris se réveillait. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais réveillée aussi. J'ai marché jusqu'à la station Pyrénées sans me retourner. Mes sacs étaient lourds, mais mon cœur était léger. C'était fini. Cette vie où je donnais tout et ne recevais rien. Cette existence où j'étais invisible sauf quand il fallait payer ou accuser. Dans le métro, j'ai sorti mon portable. 3 appels manqués de maman. Je les ai ignorés. Elle avait probablement trouvé la lettre. Tant mieux. Qu'ils se débrouillent maintenant. Qu'ils apprennent ce que ça fait de devoir tout gérer seul. Mon amie Léa m'attendait à République.
Elle m'avait proposé son canapé le temps que je trouve quelque chose. Elle ne m'avait pas posé de questions quand je l'avais appelée en pleurs la veille. C'est ça, les vrais amis. Ils sont là sans condition. Le métro filait dans les tunnels sombres. Autour de moi, des gens lisaient, écoutaient de la musique, somnolaient. Des vies normales, des matins ordinaires. Le mien ne l'était pas, mais c'était peut-être mieux comme ça. Parfois, il faut que tout s'écroule pour pouvoir reconstruire. Léa habitait un petit 2 pièces près de Bastille. Quand elle m'a ouvert la porte ce matin-là, elle m'a serré dans ses bras sans dire un mot. C'est resté comme ça pendant de longues minutes, moi qui pleurais sur son épaule, elle qui me caressait les cheveux. Les 2 premières semaines ont été les plus dures. Son canapé était confortable, mais ce n'était pas chez moi. Chaque matin, je me réveillais désorientée, cherchant mes repères. Puis la réalité me rattrapait. J'étais partie. Il m'avait virée. Léa partait tôt pour son boulot dans une agence de com près de Châtelet. Je me retrouvais seule dans l'appartement, à éplucher les annonces sur Le Bon Coin et Pape. Les studios à Paris, c'était hors de prix. Même les chambres de bonne sous les toits coûtaient une fortune. J'ai continué mon job au café. Mes collègues ont remarqué que quelque chose n'allait pas, mais ils n'ont pas insisté. C'est ça que j'aimais dans ce boulot. On pouvait garder sa vie privée. Le soir, je faisais des ménages dans des bureaux près de la Défense. C'était épuisant, mais ça payait bien. Cash en plus. Parfait pour mettre de côté rapidement. Mon corps protestait, mais je m'en fichais. J'avais un objectif maintenant. Mon propre chez-moi. 3 semaines après mon départ, j'ai visité un studio minuscule dans le 20e. 15 mètres carrés au 6e sans ascenseur. La moquette était tachée, la peinture s'écaillait, et il y avait des traces de moisissure dans la salle de bain. Mais quand la propriétaire m'a tendu les clés, j'ai failli pleurer de joie. C'était à moi, mon espace, mon refuge. Le déménagement a été rapide. Je n'avais pas grand-chose. Léa m'a aidé à monter mes sacs et le matelas qu'on avait trouvé sur Le Bon Coin. On a bu une bière assise par terre, regardant la vue sur les toits de Paris par ma petite fenêtre. « Tu vas t'en sortir », elle m'a dit. « T'es la plus forte que je connaisse. » J'ai souri. Je ne me sentais pas forte. Je me sentais perdue, fatiguée, blessée, mais libre. Pour la première fois de ma vie, vraiment libre. Les premières nuits dans mon studio ont été étranges. Le silence était assourdissant. Pas de Camille qui écoutait de la musique tard le soir. Pas de papa qui ronflait. Pas de maman qui se levait à 5 heures pour préparer le café. Juste moi et les bruits de la ville. J'ai établi une routine. Lever à 6 heures. Douche rapide dans ma salle de bain grande comme un placard. Café soluble bu debout devant la fenêtre. Métro bondé jusqu'au café pour le service du matin. Retour chez moi pour une sieste de 2 heures. Puis direction la Défense pour les ménages. Les week-ends, je faisais des extras dans un restaurant près de Montmartre. Le patron était sympa et la clientèle généreuse en pourboire. Chaque euro comptait. Chaque centime était une brique de plus dans la construction de ma nouvelle vie. J'ai ouvert un compte épargne. Voir le solde augmenter petit à petit me donnait un sentiment de contrôle que je n'avais jamais eu. Avant, tout partait dans les dépenses familiales. Maintenant, c'était pour moi, mon avenir, mes projets. Le soir, épuisée, je m'écroulais sur mon matelas. Parfois, je pensais à eux. Est-ce qu'ils avaient lu ma lettre? Est-ce qu'ils avaient compris? Est-ce qu'ils regrettaient? Mon téléphone restait silencieux. Pas d'appel, pas de message. C'était mieux comme ça, je me disais. Mais parfois, quand la solitude devenait trop lourde, j'ouvrais ma galerie photo. Nous 4 à la plage de Nice. Maman qui riait à une blague de papa. Camille qui me faisait des oreilles de lapin sur une photo. Une famille. Ma famille. Celle qui m'avait jetée pour un collier. Je supprimais une photo chaque soir. C'était ma thérapie. Effacer le passé pixel par pixel. Certaines étaient plus dures que d'autres. Celle de l'anniversaire de maman où on avait fait un gâteau raté ensemble. Celle de la remise de diplôme de Camille, où elle m'avait serré dans ses bras. Mais je continuais. Supprimer.
effacé, oublié. Un mois après mon installation, j'ai acheté une plante. Un petit cactus que j'ai posé sur le rebord de la fenêtre. La vendeuse m'avait dit qu'il n'avait besoin de presque rien pour survivre. Comme moi. Je l'ai appelé Marcel. C'était ridicule. Mais ça me faisait sourire. Marcel et moi contre le monde. Le quartier était populaire mais vivant. Les voisins se disaient un bonjour dans l'escalier. La boulangère du coin avait commencé à me reconnaître. Le patron du tabac me gardait le Parisien de la veille quand il en restait. Des petites choses. Des petits gestes. Une nouvelle vie qui se construisait doucement. J'ai commencé à explorer mon quartier. Le marché de Belleville le jeudi et le dimanche. Les petits restos chinois où on mangeait bien pour pas cher. Le parc où les vieux jouaient aux cartes l'après-midi. C'était différent du 16e où on vivait avant. Plus vrai, plus humain. Un soir, en rentrant du ménage, j'ai croisé une famille dans le métro. Parents et 2 filles. Ils riaient à quelque chose que la plus jeune avait dit. J'ai détourné le regard. C'était encore trop frais. Mais j'ai continué à avancer. Un jour après l'autre. 1 euro après l'autre. Une photo supprimée après l'autre. Mon studio sentait l'humidité et l'eau de Javel. Mon matelas était dur et mes pieds dépassaient. Mais c'était chez moi. Un chez moi où personne ne m'accuserait de vol. Où personne ne profiterait de ma générosité en silence. Où personne ne me trahirait. Marcel le cactus grandissait doucement sur le rebord de la fenêtre. Moi aussi, je grandissais. Différemment. Mais sûrement. 3 mois s'étaient écoulés depuis mon départ. J'avais presque réussi à ne plus penser à eux tous les jours. Presque. C'était un jeudi soir. J'étais en train de manger des nouilles instantanées devant ma petite télé quand mon téléphone a vibré. Message de Camille. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Il faut qu'on parle. C'est urgent. J'ai fixé l'écran pendant de longues minutes. Qu'est-ce qu'elle me voulait après tout ce temps? J'ai failli supprimer le message, mais la curiosité l'a emporté. J'ai tapé une réponse courte. Pourquoi? J'ai quelque chose à te dire, s'il te plaît. 3 autres messages ont suivi. Elle disait qu'elle ne pouvait plus vivre avec ça sur la conscience. Qu'elle devait me voir, qu'elle était désolée. J'ai éteint la télé. Mes nouilles refroidissaient dans leur bol. Désolée de quoi? De m'avoir fait virer de chez moi? Un peu tard pour les excuses. Mais elle insistait. Message après message. Elle proposait de venir dans mon quartier, de payer le café, de ne prendre que 5 minutes de mon temps. J'ai fini par craquer. On s'est donné rendez-vous dans un café près de la fac, terrain neutre. Je suis arrivée en avance. J'ai choisi une table au fond, dos au mur. Vieille habitude de serveuse. Toujours avoir une vue d'ensemble. J'ai commandé un café et j'ai attendu. Elle est entrée avec 10 minutes de retard. Elle avait maigri. Des cernes creusèrent son visage. Ses cheveux, d'habitude impeccables, étaient attachés n'importe comment. Elle m'a vue et a hésité une seconde avant de s'approcher. « Salut », elle a murmuré en s'asseyant. « Salut ». Le silence s'est installé. Elle tripotait la lanière de son sac. Moi, je remuais mon café déjà froid. On aurait dit 2 étrangères. « Tu as l'air... Elle a commencé. « Fatiguée? Amaigrie? Malheureuse ?» Elle a baissé les yeux. J'allais dire en forme. J'ai failli rire. En forme. Avec mes mains abîmées par les produits ménagers et mes yeux cernés par les doubles services. « Qu'est-ce que tu veux, Camille ?» Elle a pris une grande inspiration. Ses mains tremblaient quand elle a sorti quelque chose de son sac. Mon sang s'est glacé. Le collier. Le putain de collier de grand-mère. Je l'ai retrouvé, elle a dit d'une voix à peine audible. Il était dans la doublure de mon sac de cours. Une couture avait lâché et il était tombé dedans. J'ai fixé le bijou. Ce truc en or qui avait foutu ma vie en l'air. J'avais envie de le prendre et de le balancer par la fenêtre. Et elle a relevé la tête. Des larmes coulaient sur ses joues. Je savais qu'il était là. Le monde s'est arrêté. Les bruits du café se sont estompés. J'ai du mal comprendre. Quoi? Je savais qu'il était dans mon sac. Je l'ai trouvé le lendemain de notre dispute. Mais j'ai rien dit.
Ma main s'est crispée sur ma tasse. J'avais envie de la lui balancer à la figure, de crier, de la secouer, mais je suis restée immobile. Pourquoi? Elle s'est mise à pleurer pour de bon. Les clients nous regardaient, gênés. Le serveur hésitait à s'approcher. J'étais jalouse, tellement jalouse. Tu étais parfaite, toujours là pour tout le monde. Papa et maman ne parlaient que de toi. Marie par-ci, Marie par-là. Marie qui travaille dur, Marie qui aide, Marie qui sacrifie tout. J'en pouvais plus. Je l'écoutais déballer sa haine. Chaque mot était un coup de poignard. Alors quand ils t'ont accusé, j'ai vu une opportunité. Enfin, tu n'étais plus parfaite. Enfin, c'était moi la gentille. J'ai pas réfléchi. J'ai juste laissé faire. Tu as laissé faire. Ma voix était froide, détachée, comme si quelqu'un d'autre parlait à ma place. Je suis désolée, Marie. Tellement désolée. Quand j'ai trouvé ta lettre, quand j'ai compris tout ce que tu faisais pour nous, j'ai réalisé ce que j'avais fait. Maman pleure tous les soirs. Papa ne dit plus rien. Ils savent qu'ils ont merdé. Ils savent pour le collier? Elle a secoué la tête. Je peux pas leur dire. Pas encore. Mais ils ont compris pour l'argent. Les factures impayées s'accumulent. Mon inscription à la fac, ils peuvent plus payer. J'ai presque souri. Presque. Et tu veux quoi exactement? Mon pardon? Que je revienne? Je sais pas. Je voulais juste te dire la vérité. Te demander pardon. Te supplier de revenir. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Pas tu nous manques. Pas on t'aime. On a besoin de toi. Pour payer. Pour gérer. Pour sacrifier. J'ai repoussé ma tasse et je me suis levée. Marie, attends. Je me suis retournée une dernière fois. Elle était pathétique, avec son mascara qui coulait et son collier dans la main. Tu sais quoi, Camille? Garde ton collier. Garde tes excuses. Et garde tes problèmes. J'ai construit quelque chose sans vous. C'est pas parfait, c'est dur. Mais c'est à moi. Je reviendrai pas. Mais la famille, j'ai ri. Un rire amer qui m'a surprise moi-même. La famille m'a jeté pour un bijou. La famille m'a utilisé comme un distributeur automatique. La famille ne m'a jamais vu. Juste ce que je pouvais apporter. J'ai fait 2 pas vers la sortie, puis je me suis arrêtée. Tu veux un conseil? Dis-leur la vérité. Toute la vérité. Et apprenez à vous débrouiller, comme j'ai dû le faire. Je suis partie sans me retourner. Dans la rue, l'air frais m'a fait du bien. J'ai marché jusqu'au métro, les mains dans les poches. Le poids qui pesait sur ma poitrine depuis des mois commençait à se dissiper. C'était fini. Le mystère était résolu. J'avais eu raison depuis le début. Mais bizarrement, ça ne changeait rien. Ils m'avaient trahi. Tous. Peu importe les raisons. Dans le métro, j'ai sorti mon téléphone. 3 appels manqués de Camille. Un message de maman. Je les ai tous supprimés sans les lire. Ce soir-là, j'ai bu une bière sur mon petit balcon improvisé, le rebord de fenêtre où je posais les pieds. Marcel le cactus me tenait compagnie. La ville brillait en contrebas. J'avais mal. Bien sûr que j'avais mal. Mais j'étais libre. Et ça valait tous les colliers du monde. Les mois ont passé. L'été est arrivé avec ses terrasses bondées et ses touristes perdus. Mon café ne désemplissait pas. Les pourboires étaient meilleurs, les clients plus détendus. J'ai même commencé à sourire naturellement, pas juste ce sourire de serveuse que je plaquais sur mon visage. Un jour, ma patronne m'a proposé un poste de responsable. Plus d'heures, mais un meilleur salaire. J'ai accepté tout de suite. C'était la première fois que quelqu'un reconnaissait mon travail, ma valeur. Ça m'a fait quelque chose. Avec l'augmentation, j'ai pu quitter mon taudis humide. J'ai trouvé un vrai studio dans le 11e. 25 mètres carrés avec une vraie cuisine et une salle de bain sans moisissure. Le jour du déménagement, Léa est venue m'aider. On a porté mes quelques meubles en riant.
Tu vois, elle m'a dit en posant le dernier carton. Tu t'en es sorti. J'ai regardé autour de moi. Mon chez-moi, mes murs, mon espace. Elle avait raison. J'ai commencé les cours du soir en comptabilité. C'était dur de jongler avec le boulot, mais j'adorais ça. Les chiffres, les bilans, les calculs. Tout avait une logique, une raison. Pas comme les relations humaines. Les profs étaient impressionnés par ma motivation. Les autres étudiants, plus jeunes pour la plupart, venaient me demander de l'aide. J'étais bonne. Vraiment bonne. Pour la première fois de ma vie, j'excellais dans quelque chose pour moi. Marcel le cactus a eu de la compagnie. Des succulentes, un petit ficus, même un bonsaï. Mon appartement ressemblait à une jungle miniature. Les plantes, c'était simple. Tu leur donnes de l'eau, de la lumière, un peu d'amour, et elles poussent. Pas de trahison, pas de mensonge. J'ai adopté un chat aussi. Une petite chatte écaille de tortue que j'ai trouvée dans la cour de l'immeuble. Maigre, sale, méfiante, comme moi quelques mois plus tôt. Je l'ai appelée Prune. Elle dormait en boule sur mon lit, ronronnait quand je rentrais. Une présence simple et réconfortante. Les dimanches, j'allais au marché d'Aligre. J'achetais des légumes frais, du bon pain, parfois des fleurs. Je cuisinais des vrais repas, pas juste des pâtes et des conserves. Je réapprenais à prendre soin de moi. Au café, j'ai commencé à former les nouveaux. La patronne me faisait de plus en plus confiance. Elle parlait même de me faire associer un jour. Moi, Marie, associée dans un café parisien. Qui l'aurait cru? Les messages de ma famille se sont espacés. D'abord quotidiens, puis hebdomadaires, puis plus rien. Camille avait dû leur dire la vérité. Ou pas. Je m'en fichais. C'était leur problème maintenant. Un soir d'automne, j'ai croisé une ancienne collègue de papa près de Châtelet. Elle m'a reconnue, m'a saluée. Elle m'a dit qu'il avait l'air fatigué ces temps-ci, qu'il avait repris un boulot, mais que c'était dur à son âge. J'ai hoché la tête poliment, et j'ai continué mon chemin. J'aurais pu ressentir de la satisfaction, de la revanche. Mais non, juste de l'indifférence. Ils avaient fait leur choix. J'avais fait le mien. Les cours de compta se passaient au bien. Très bien même. Un prof m'a parlé d'une passerelle vers une licence pro. Avec mon expérience et mes notes, c'était jouable. J'ai rempli le dossier le soir même. Accepté. J'ai pleuré en lisant la lettre. Des larmes de joie cette fois. Ma vie prenait forme. Une vraie direction. Un vrai futur. J'ai fêté ça avec Léa dans un petit resto près de Bastille. On a bu du champagne et mangé des huîtres. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi, que j'étais un exemple. J'ai rougi. Je n'avais pas l'habitude des compliments. L'hiver est arrivé. Mon appartement était chaud, douillet. Prune dormait sur le radiateur. Les plantes survivaient malgré le manque de lumière. J'étudiais le soir, emmitouflée dans un plaid, une tasse de thé à la main. J'ai commencé à sortir un peu. Des verres avec les collègues, des expos le week-end, un ciné de temps en temps. Je réapprenais à vivre, pas juste à survivre. Un gars de ma promo m'a invité à boire un café. Thomas. Gentil, drôle, pas compliqué. On a parlé de cours, de projets, de voyages. C'était simple, agréable, pas d'attente, pas de pression. On s'est revus, plusieurs fois. Il ne posait pas de questions sur mon passé. Je n'en posais pas sur le sien. On vivait dans le présent. C'était nouveau pour moi, rafraîchissant. À Noël, j'ai travaillé. Double service, triple salaire. Les clients étaient généreux. L'ambiance était bonne. J'ai même porté un bonnet de Père Noël ridicule qui faisait rire les enfants. Le soir, seule dans mon appartement, j'ai ouvert une bonne bouteille et j'ai cuisiné un repas de fête. Pour moi, Prune a eu droit à du saumon. On a regardé un film nul à la télé. C'était parfait. Mon téléphone est resté silencieux. Pas de joyeux Noël hypocrite. Pas de tentative de réconciliation. Le silence était devenu confortable. Le jour de l'an, j'étais chez Léa avec d'autres amis. On a ri, dansé, bu trop de champagne. À minuit,
J'ai fermé les yeux et j'ai fait un vœu. Pas de retour en arrière. Pas de pardon forcé. Juste continuer à avancer. Janvier est arrivé avec ses bonnes résolutions. Les miennes étaient simples. Finir ma licence, économiser pour un plus grand appartement, peut-être adopter un deuxième chat. Des objectifs réalistes, à ma portée. Un matin, en ouvrant le café, j'ai réalisé que je ne comptais plus les jours depuis mon départ. La date était devenue floue, sans importance. J'avais arrêté de vivre en fonction de ce qu'il m'avait fait. J'avais commencé à vivre pour moi. Les cours reprenaient. Le travail continuait. Thomas m'envoyait des messages idiots qui me faisaient un sourire. Prune grandissait. Les plantes prospéraient. Ma vie s'épanouissait. Simple, tranquille. À moi. J'avais 26 ans et l'impression de naître enfin. Pas de renaissance dramatique. Juste une croissance lente et sûre. Comme Marcel le cactus sur le rebord de ma fenêtre. Discrète mais tenace. La fille qui payait les factures en silence avait disparu. À sa place, une femme qui construisait son futur, brique par brique, jour après jour, sans se retourner. C'était ça ma revanche. Pas de grands gestes, pas de confrontation, juste réussir, être heureuse, vivre. Et putain, qu'est-ce que je vivais bien. C'était un dimanche pluvieux de mars. Prune dormait en boule sur mes genoux pendant que je corrigeais des exercices de compta. La pluie tambourinait contre la fenêtre. Une journée parfaite pour rester en pyjama. Mais quelque chose me trottait dans la tête. Une envie d'écrire. Pas un devoir. Pas un rapport. Une lettre. Pour eux. Pas pour envoyer. Juste pour vider ce qui restait au fond de moi. J'ai sorti un cahier neuf, un stylo, et j'ai commencé. Papa, maman, Camille, je ne sais pas pourquoi j'écris ça. Vous le lirez jamais. C'est peut-être mieux comme ça. Mais j'ai besoin de le sortir. De mettre des mots sur tout ce que je n'ai jamais dit. Papa, tu te souviens quand j'étais petite et que je voulais être comme toi? Fort, intelligent, respecté. Tu étais mon héros. Jusqu'au jour où tu es devenu mon juge. Tu n'as même pas douté une seconde. Pas une hésitation. Ta grande fille était forcément coupable. Ça fait mal. Plus que tu ne le sauras jamais. Maman, toi qui disais toujours que la famille c'était sacré, que rien ne devait nous séparer. Tu as été la première à me tourner le dos. Ces regards froids, ces silences lourds. J'aurais préféré des cris. Au moins, ça aurait montré que tu tenais encore un peu à moi. Et toi, Camille, ma petite sœur, celle que j'ai protégée, consolée, aidée. Tu savais, et tu as laissé faire. Par jalousie, par envie. Tu voulais ma place? Ben tu l'as eue, avec tout ce qui va avec. Les factures, les responsabilités, les sacrifices. J'espère que ça te plaît. Vous savez ce qui me tue? C'est pas la trahison, c'est l'aveuglement. Toutes ces années où j'ai payé, géré, organisé, invisible, transparente, normale, Marie s'occupe de tout. Marie gère, Marie paie, mais Marie vole un collier. Ah ça vous réveille. Soudain, j'existe. Soudain, vous me voyez. Comme quoi, il suffisait que je sois une criminelle pour attirer votre attention. J'ai voulu vous détester. Vraiment, ça aurait été plus simple. Mais la haine, ça demande de l'énergie. Et j'ai mieux à faire de mon énergie maintenant. J'ai une vie à construire. Une vraie vie. Pas une existence d'ombre au service des autres. Vous m'avez rendu service au final. En me jetant, vous m'avez libéré. Plus de culpabilité. Plus d'obligation. Plus de sacrifices silencieux. Juste moi et mes choix. J'ai appris tellement de choses depuis. Que j'avais de la valeur. Que je méritais du respect. Que je pouvais réussir pour moi. Pas pour vous épater ou vous soulager. C'est fou ce qu'on découvre quand on arrête de vivre pour les autres. Ma patronne me trouve brillante. Mes profs disent que j'ai du potentiel. Mon copain me trouve belle. Mes amis m'apprécient. Des gens qui me voient. Vraiment. Pas juste ce que je peux leur apporter. Je ne sais pas si vous allez bien. Si vous vous en sortez. Camille m'a dit que c'était dur.
Tant mieux, ou tant pis, je sais plus, je m'en fous. C'est votre vie, vos choix, vos conséquences. Moi, j'ai tourné la page, fermé le livre, rangé sur l'étagère. Peut-être qu'un jour, dans très longtemps, je l'ouvrirai à nouveau. Peut-être pas. Le temps dira. En attendant, je vis, je ris, j'aime, je travaille, j'étudie, je voyage, je rêve. Toutes ces choses que je ne pouvais pas faire quand j'étais votre bouée de sauvetage. J'aurais aimé que ça se passe différemment, qu'on soit une vraie famille, qu'on se soutienne mutuellement, qu'on s'aime sans condition. Mais les contes de fées, c'est pour les enfants, et je ne suis plus une enfant. Vous m'avez appris une leçon précieuse. La famille, c'est pas automatique. C'est pas le sang qui fait le lien. C'est le respect, la confiance, l'amour vrai. Tout ce qu'on n'avait pas. Aujourd'hui, j'ai ma famille choisie. Léa qui m'a hébergée sans poser de questions. Thomas qui me fait rire. Ma patronne qui croit en moi. Mes collègues qui me soutiennent. Même Prune qui ronronne sur mes genoux. Eux, ils me voient. Eux, ils m'apprécient. Eux, ils ne me trahiraient pas pour un putain de collier. Je pourrais vous pardonner. Un jour, peut-être. Mais pardonner, c'est pas oublier. C'est pas faire comme si rien ne s'était passé. C'est accepter et avancer. J'accepte. J'avance. Mais loin de vous. Cette lettre, c'est ma thérapie. Mon exorcisme. Je mets des mots sur la douleur pour mieux m'en débarrasser. Je nomme la trahison pour mieux la dépasser. Je raconte notre histoire pour mieux la clore. Vous allez rester dans ce cahier, dans ce tiroir, dans ce passé. Moi, je continue. Plus forte, plus libre, plus moi. Je ne vous souhaite ni le meilleur ni le pire. Je ne vous souhaite rien. Vous êtes sorti de ma vie le jour où vous m'avez jeté. Cette lettre, c'est juste la confirmation officielle. Adieu. Pas au revoir. Adieu. Marie. Celle que vous n'avez jamais vraiment connue. J'ai posé le stylo. Relu une fois. Pas de correction. Pas de modification. Brut. Honnête. Définitif. J'ai arraché les pages. Les ai pliées soigneusement. Les ai glissées dans une enveloppe. Pas d'adresse. Pas de timbre. Juste pour eux. Écrit au feutre noir. L'enveloppe a rejoint une boîte en carton sous mon lit. Avec quelques photos que je n'avais pas eu le courage de supprimer. Un bracelet que papa m'avait offert pour mes 18 ans. Le faire-part de décès de grand-mère. Des souvenirs d'une autre vie. J'ai refermé la boîte. Les repoussé sous le lit. Prune s'est étirée sur mes genoux, réclamant des caresses. Je l'ai gratouillée derrière les oreilles. Dehors, la pluie avait cessé. Un rayon de soleil perçait les nuages. J'ai ouvert la fenêtre. L'air sentait la terre mouillée et le printemps qui arrivait. Thomas m'a envoyé un message. Il proposait une balade au parc. J'ai souri, répondu oui. La vie continuait. Ma vie, celle que j'avais choisie. En m'habillant, j'ai jeté un coup d'œil à Marcel sur le rebord de la fenêtre. Il avait bien grandi, robuste, épanoui, comme moi. J'ai fermé la porte derrière moi, descendu les escaliers 4 à 4. Dehors, Paris s'éveillait après la pluie. Les gens sortaient, souriaient au soleil revenu. J'ai pris la direction du métro. Dans ma tête, plus de lettres, plus de reproches, plus de passé. Juste l'envie de retrouver Thomas, de marcher main dans la main, de profiter du printemps. La station approchait. J'ai accéléré le pas. Quelque part dans un tiroir, une lettre attendait. Elle attendrait longtemps. Peut-être toujours. Peu importe. J'avais mieux à faire. J'avais à vivre. Et c'est exactement ce que je comptais faire.